Bonjour, Adrien Quatennens, député du Nord, France Insoumise. Cette semaine, vous fêtez vos 1 an à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir été utile durant cette année? Oui, clairement. Alors, dans le débat parlementaire, c'est clair qu'il peut y avoir une frustration qui est de se dire on a relativement peu de prise dans la mesure où on a en face de nous un groupe majoritaire composé de plus de 300 députés qui est organisé de telle manière que, grosso modo, tout ce qui vient de l'opposition, et en particulier quand elle vient des bancs de son opposition humaniste, écologiste et sociale, fait bloc contre nous. Donc il y a un peu de mépris clairement pour notre travail en tant que force d'opposition et de proposition. Pour le reste, il y a quelque chose de très clair, c'est que notre travail parlementaire permet de poursuivre finalement le débat dans l'opinion, c'est-à-dire qu'en fait l'Assemblée nationale se décloisonne et ce que nous portons, les propositions que nous formulons à chaque amendement ou même les propositions de loi que nous avons formulées, je pense par exemple au moment de la niche parlementaire, infusent ensuite dans le débat parlementaire. Et même si ça n'a peu finalement de prise sur le jeu de Macron à ce stade, ça participe non seulement de la pédagogie sur ce qu'il fait et ce qui est en cause dans ce que fait ce gouvernement et en même temps sur ce que ferait la France Insoumise à la place si elle était aux manettes à 7 heures. À chaque fois en fait qu'on débat, on fait en sorte, dès qu'on dépose une pierre de ce que fait le gouvernement, dès qu'on met un bâton de dynamite, on met systématiquement derrière une proposition pour dire voilà, non seulement nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font, voilà pourquoi, et voilà ce que nous ferions si à cette heure nous étions aux manettes. Alors, vous dites que ça infuse le débat parlementaire, et est-ce que ça infuse l'opinion publique aussi? Mais c'est justement ça l'essentiel, c'est-à-dire que moi je mesure bien depuis que je suis élu, et c'est le cas de la plupart de mes collègues du groupe France Insoumise, beaucoup de gens viennent nous voir, y compris celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous, en disant voilà, depuis que vous êtes arrivés, il y a un gage de crédibilité. Qu'on soit d'accord ou pas avec vous, on voit que vous êtes des gens sérieux, vous faites le boulot, et on vous écoute avec beaucoup plus d'attention que précédemment. Cette attention-là, maintenant la France Insoumise l'a dans le pays. En plus d'être devenue cette force centrale politiquement, des gens qui n'étaient pas forcément de notre bord politique nous écoutent avec attention, voire maintenant nous signifient carrément leur accord. Donc je pense que, par exemple, le fait de dire voilà, Macron est le président des riches, certes, ce n'est pas seulement la France Insoumise qui a fait le boulot, mais incontestablement, elle y a contribué par ses démonstrations et surtout, à chaque fois, comme nous l'avions fait, en faisant des contre-propositions, comme ce fut le cas au moment du contre-budget lors de la séquence budgétaire. Donc ça sert finalement, puisque l'élection présidentielle, nous c'est ce que nous disons, n'a profondément rien réglé des grands défis que nous avons identifiés. Il y a une ambiance dans le pays qui est encore une ambiance de campagne permanente et donc l'opinion est en cours de construction permanente et notre travail y contribue. Alors, on entend souvent qu'Emmanuel Macron a recomposé l'espace politique en s'extrayant du clivage gauche-droite. Il arrive parfois que la France Insoumise, on entend de la France Insoumise dire qu'elle ne veut plus utiliser le concept et le mot de gauche. C'est le cas pour vous aussi? Vous préférez le mot populiste, par exemple? Il faut bien comprendre une chose. Non, alors je ne vais pas parler du mot gauche ou du mot populiste. Il faut comprendre une chose, en fait, parce que ça a été y compris mal vécu par certains, je sais, dans certaines colonnes, quand on a pu discuter de ce sujet-là. La question n'est pas du tout de jeter tout un héritage de la gauche dont nous sommes fiers. Je veux dire, moi, je suis jeune militant avant d'être député et je sais tout ce que ce mot comporte, tout ce qu'il veut dire et je me réclame de tout ce qui a résulté de ces combats-là. La question n'est pas celle-ci. La question, c'est quelle est la méthode qui va permettre ici et maintenant de réussir à prendre le pouvoir et d'accéder au pouvoir. C'est ça la bonne question. Et il nous semble, et la séquence 2017 pour nous, on a fait la vérification, qu'un mouvement qui convoque les gens plutôt sur le fond, plus que sur un étiquetage ou des codes traditionnels, est plus en capacité de rassembler et donc de faire éclater le plafond de verre qui sera nécessaire d'éclater pour accéder au pouvoir. Voilà finalement. C'est un débat qui est purement stratégique, hein. Il n'est pas idéologique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas non, effectivement de continuer à faire exister des choses qui ont préexisté, c'est de participer humblement à trouver la bonne recette qui fera que ici et maintenant, nous allons réussir à accéder au pouvoir avec des idées qui demeurent profondément les mêmes, même si elles ont évolué. Mais du coup, les autres forces de gauche, comme le Parti communiste, comme Europe Écologie Les Verts ou comme même Génération, qui pour la plupart existaient avant vous, pour vous, ce sont des alliés? Mais dans l'action, c'est clair que là, en l'occurrence, face à l'offensive, on le voit et c'est même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on voit là qu'il y a besoin d'une réponse où on est tous coudes serrés, mais j'ai envie de dire ça dépasse même les partis politiques, c'est le cas des syndicats, des associations. Donc dans l'action, effectivement, il y a la nécessité d'être ensemble. Après pour le reste, et notamment pour les questions d'élection, il est clair qu'on a des débats d'ordre stratégique, on vient d'en parler, qu'il faut poursuivre. Et puis il y a aussi des désaccords de fond. Je pense à la question européenne, on y viendra sûrement, mais il y a des désaccords de fond. Et moi, je ne considère pas que l'unité soit un préalable. C'est-à-dire que l'unité peut découler d'accords sur le fond.
Mais si on commence par dire l'unité, les préalables et après on discute de fond, bien souvent on se retrouve avec quoi? Des constructions hybrides politiques qui finissent sur un espèce de ventre mou où on met des accords sous le tapis juste pour se mettre d'accord. Se mettre d'accord n'est pas un objectif en soi. Ce qui est un objectif en soi, c'est le fond. Si on peut réussir à s'accorder sur le fond, effectivement, c'est plutôt souhaitable. Mais en tout cas, l'un ne doit pas précéder l'autre. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Mais vous n'avez pas peur d'arriver un peu divisé lors des élections? Mais la question ne se pose pas en ces termes, encore une fois. Sommes-nous d'accord sur le diagnostic posé sur la question européenne et sur les solutions proposées? La France insoumise, elle est claire. Elle considère qu'il y a un projet humaniste et écologiste possible qu'elle veut mettre en œuvre. Et plutôt que de faire de l'incantation, comme une certaine gauche le fait depuis des années, de dire il nous faut l'Europe sociale, il nous faut l'Europe environnementale, sans jamais véritablement identifier clairement les points de blocage et trouver une solution de manière opérante pour pouvoir y mettre fin, je veux dire, c'est de l'incantation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on peut être conséquent dans le débat européen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la stratégie qui est la nôtre. Si on arrive à s'accorder sur ce point et à convaincre, y compris certains de ceux que vous avez nommés, tant mieux. Si après, le but, c'est de parfois feindre des désaccords juste pour y aller séparément, vous savez, quand par exemple Benoît Hamon commence par dire qu'il est d'accord pour discuter avec la France insoumise à la condition qu'elle revoie sa copie intégralement sur les questions européennes, bon, bah, clairement, c'est difficile. Alors justement, hier, nous recevions Paola Pietrandrea, qui est membre de la coordination européenne de Diem 25. Elle vous a posé une question. Elle vous a demandé si vous aviez finalisé votre plan A. Oui, alors il est déjà assez étayé le plan A. On peut le retrouver facilement puisque c'était déjà le cas dans notre programme présidentiel. Il faut voir que, pour que ça soit bien clair aussi, la stratégie plan A, plan B, elle consiste, bon déjà c'est une stratégie dans le cadre de la conquête du pouvoir au niveau national, hein. C'est pas la conquête du pouvoir au niveau du Parlement européen, c'est dans le cadre d'une conquête du pouvoir national. Mais en gros elle consiste à dire qu'à traité constant, on ne peut pas non seulement appliquer notre programme et mener une politique ambitieuse écologiquement et socialement. C'est notre avis en tout cas. Et notamment parce que les traités empêchent, notamment le TFUE, l'harmonisation sociale et fiscale. Donc nous, on a besoin d'assumer une stratégie qui consiste d'abord à faire ce que personne n'a fait, c'est-à-dire la discussion, la négociation. Souvenez-vous que François Hollande s'est fait lire en disant qu'il allait renégocier les traités qui ont d'ailleurs été, notamment en 2005, refusés en France démocratiquement. Donc on a déjà une base qui est tronquée, que nous voulons pouvoir rediscuter. Donc ce plan A, c'est clair, c'est une liste de revendications que nous voulons porter avec nos partenaires européens. Partenaires, je pense à l'Allemagne notamment, avec lesquels nous avons des intérêts divergents, mais ce n'est pas parce qu'on a des intérêts divergents qu'on ne peut pas s'entendre. Et nous, il faut qu'on puisse faire entendre raison à nos partenaires. Et la négociation, de ce point de vue-là, le plan A, a une vertu, au-delà même d'une vertu pédagogique, c'est d'essayer de faire entendre raison à nos partenaires, de dire ce sont les tenants de l'Europe libérale qui sont en train de rendre l'Europe détestable. Ce n'est pas la France insoumise qui a poussé au Brexit, ce n'est pas la France insoumise qui fait que l'extrême droite revient partout dans les différents parlements en Europe. Donc on a besoin de dire aux tenants de l'Europe libérale, si vous continuez comme vous le faites aujourd'hui, à mener cette Europe-là telle que vous la construisez, l'Europe va se disloquer. Et la meilleure manière d'éviter cela, c'est de leur faire entendre raison et de renégocier. Et donc dans le plan A, il y a toutes sortes de choses assez techniques, mais par exemple, oui, le fait de renégocier sur la question des statuts de la Banque centrale européenne, nous voulons finir avec son indépendance, le fait de décider que ce n'est plus au niveau européen qu'on décide des budgets des différents pays. Il y a toute une sorte, voilà, tout plein de, comme ça, de revendications que nous voulons mener dans le cadre du plan A sur les questions de protectionnisme solidaire. Qu'est-ce qu'on fait rentrer ou pas à l'intérieur des frontières européennes? Est-ce que par exemple on a besoin du coton ouzbek qui est produit dans des conditions socialement et environnementalement détestables? Toute une liste de discussions comme ça. Ensuite, le plan B, j'ai envie de dire, qui est celui de la sortie unilatérale. Et quand on dit sortie unilatérale, ça ne veut pas dire qu'on va se replier sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'on va essayer d'entrer de jeu, de co-construire éventuellement avec d'autres pays qui sont prêts à ça et qui ont intérêt à ça. Je pense à l'Espagne, au Portugal, à d'autres pays, notamment les pays du Sud. Et le plan B de sortie unilatérale n'est pas un objectif politique en soi. C'est-à-dire si nous sommes contraints à devoir l'activer, nous l'activerons. Et j'aime autant dire que dans la discussion, il participe aussi d'une forme de crédibilisation du plan A. Vous venez à la table de négociation avec vos partenaires, pas simplement avec votre bouche en cœur et quelques revendications, comme notamment avait pu le faire Alexis Tsipras avec le résultat qu'on connaît. Vous venez en disant voilà, nous vous proposons ça, un cadre de co-construction qui n'est plus sur les bases d'aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas, nous le respectons, mais nous sommes prêts à faire autre chose. Voilà comment s'articule ce plan. Mais j'aime autant dire que ces questions-là vont être, à mon avis, assez secondaires dans le cadre de l'élection européenne. L'élection européenne, il va s'agir de faire la démonstration de ce que peut faire un groupe d'insoumis au Parlement européen. Et quand je parle d'insoumis, vous l'aurez compris, c'est dans le cadre du mouvement que nous constituons en Europe, qui n'est pas que de la France insoumise. Il y a Podemos, le Bloco, les Verts du Nord notamment. Bon voilà, il y a toutes sortes d'autres mouvements qui vont nous rejoindre. Mais l'élection européenne, il faut bien entendre une chose, même si le niveau de technicité, nous l'avons, la principale motivation pour aller voter pour les citoyennes et citoyens, ce sera l'occasion de mettre une pilée à Emmanuel Macron et de sanctionner un an de politique libérale pour les riches, de flexibilisation accrue du marché du travail, de mise en cause des services publics.
c'est d'abord pour ça que les gens iront voter, pour sanctionner Emmanuel Macron. Voilà. Alors justement, on revient à la politique d'Emmanuel Macron. Là, il y a la grève périodique de la SNCF qui semble un peu s'essouffler. Vous pensez que le mouvement social a perdu, qu'il a perdu le bras de fer avec le gouvernement ? Non, je ne pense pas qu'il ait perdu parce que moi je considère que tout ce qui a été fait à la fois par la grève perlée, à la fois par les différentes mobilisations, ce qu'on a pu voir ces derniers temps, notamment le décloisonnement de la politique, du syndical et de l'associatif, sont des points d'étape importants. Et il faut toujours considérer aussi notre avancée. Ce qui a été fait n'est plus à faire et n'était pas fait avant que nous le fassions. Donc c'est quand même important de noter ça. Après, pour le reste, moi je considère à cette heure que comme on a une courte majorité, si on en croit les enquêtes d'opinion, une courte majorité qui considère que la réforme est une bonne réforme, en tout cas que le gouvernement doit aller au bout, il faut voir que cette courte majorité est obtenue avec un bashing médiatique constant depuis plusieurs mois. Si on avait les conditions d'un vrai débat où les usagers pourraient saisir vraiment les enjeux, avec un temps de parole correctement distribué entre les partisans de la réforme, qui ont quasiment 100% du temps de parole depuis le début, et vraiment les opposants, que ça soit mieux réparti en tout cas, je pense que cette courte majorité ne tient pas. La démonstration que les cheminots font et qu'ils doivent continuer à faire maintenant, c'est que ce n'est pas leur bataille à eux, c'est aussi les usagers qui vont subir les conséquences de l'ouverture à la concurrence. Et cette ouverture à la concurrence, c'est exactement ce que prépare cette réforme. Cette réforme ne sert qu'à la mise en application concrète d'une ouverture à la concurrence qui a été décidée avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est la mise en application d'une directive européenne. Parlons justement d'Europe, c'est vraiment pour le coup le cas. Mais là où il faut être à l'aise dans la discussion, c'est que personne, y compris dans la majorité, je dis bien personne, ne peut à cette heure, et pour cause, nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence ne va améliorer quoi que ce soit. Donc je dis aux usagers qui nous écoutent, soutenez les cheminots, parce que soutenir les cheminots, même si c'est désagréable la grève, même si vous subissez les conséquences, eux d'ailleurs les subissent au premier chef, parce que quand vous rentrez chez vous, annoncez à votre femme et à vos gosses qu'à cause de la grève, vous ne pourrez pas partir en vacances, ça vous a coûté autant, c'est difficile. Mais supportez que c'est plus facilement supportable d'avoir quelques semaines de grève à subir que d'avoir à subir la pagaille promise par l'ouverture à la concurrence, qui, je le dis quand même, n'est qu'une étape. Parce que là, il y a eu la commission mixte paritaire qui vient d'être terminée, qui fait que la seule chose vraiment obtenue, c'est l'incessibilité. Mais tout ça peut être que très temporaire. Souvenez-vous, au moment de l'énergie, on nous promettait aussi qu'il n'y aurait pas de privatisation. C'est une étape de plus vers la privatisation de la SNCF, ce dont nous ne voulons pas par dogmatisme, mais parce que nous considérons que, compte tenu de tout ce que nous avons à faire, notamment du défi climatique et écologique, nous avons plus que jamais besoin que l'État conserve la main sur un secteur stratégique comme celui-ci. Donc vous avez dit que là, la grève perlée et que les mouvements sociaux jusqu'à maintenant ont permis une certaine convergence entre l'associatif, le syndical et le politique. Mais qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire figure de sortie par le haut pour les grévistes si le gouvernement continue à tenir et continue, comme à mon avis ça va être le cas, à porter sa réforme? Là, en toute hypothèse, puisque la commission mixte paritaire est validée, clairement le processus législatif lui avance. Alors il y a déjà eu quelques reculs depuis avec les mobilisations. Je pense qu'il y a eu, du point de vue de ce qu'ils ont appelé le sac à dos social, quelques avancées, même si elles sont bien trop minces de notre point de vue. Pour nous, ce qui reste en cause, effectivement, c'est l'ouverture à la concurrence, dont nous ne voulons pas. Sur l'incessibilité, effectivement, c'était un amendement que la France Insoumise avait déposé, parce que, comme on le disait, il n'y aura pas de privatisation, notez-le. Donc là, c'est noté dans le texte. Alors après, il faut regarder, parce qu'y compris, il y avait eu ce fameux texte qui avait fuité, interne à la SNCF, qui disait voilà l'incessibilité mais sur une partie et pas sur l'ensemble de l'entreprise. Puis clairement une prochaine loi pourra très bien défaire ce cadre d'incessibilité. Donc moi je pense qu'il serait souhaitable véritablement, compte tenu de ce qu'est la mobilisation, compte tenu de ce qu'est y compris l'opinion, qui on le voit bien est quand même très partagée sur le sujet, je pense que nous devrions organiser les conditions d'un véritable référendum, où on prend le temps de savoir qu'est-ce que nous allons faire du rail public. Pour le reste, moi je continue comme responsable politique à défendre et encourager la revendication principale des organisations syndicales, qui est de dire que dans ces conditions, il faut le retrait de cette loi. J'ai une dernière question, Adrien Quatennens. Il y a une politique qui enfle à propos de la venue du rappeur Medine au Bataclan en octobre prochain. La droite et l'extrême droite lui reprochent d'appeler à vouloir crucifier les laïcards comme à Golgotha dans un album de 2015. Et il lui reproche aussi le titre d'un album de 2005 qui s'intitulait « Djihad, le plus grand combat contre soi-même ». Vous en pensez quoi? Écoutez, moi je considère que quoi que l'on pense des paroles d'un artiste, quel qu'il soit, on ne peut pas museler l'art pour quelque motivation que ce soit en l'occurrence. Sans rentrer dans le détail, parce que je connais assez mal pour le coup ce que fait Medine, je connais un petit peu, mais je veux dire,
Bon, moi, il y a des albums qui ne sont pas de ma génération que j'aime beaucoup. Je pense à des textes de Renaud, etc., qui appelaient aussi à une forme de révolte et de violence de manière très crue. Je pense qu'on ne peut pas se permettre comme ça de faire la police de l'art en plus, parce qu'il y aura un contexte particulier, parce qu'il va au Bataclan et qu'il s'est passé ce qui s'est passé au Bataclan. Je crois que d'ailleurs, pas me tromper si je dis que je crois que Médine avait d'ailleurs signé un texte sur la question du Bataclan. Bon, très beau texte. Bon, donc je pense que là, on fait erreur. Il y a de l'opportunisme politique qui vise à utiliser le passage au Bataclan de cet artiste qui a écrit cela. Bon, voilà. Moi, je considère que c'est une mauvaise polémique et qu'on ne doit pas faire la police de l'art. On a bien assez à faire avec le renforcement des anticorps républicains et tout ce qu'il y a à faire en termes de sécurité dans le pays. Il ne faudrait pas se tromper de combat, quoi. Merci beaucoup Adrien Quatennens. Demain, Pierre Jacquemin recevra Thomas Porcher. Il est économiste, on le connaît bien parce qu'il passe très souvent dans les médias et vient de sortir un livre dont on parlera. Vous avez une question pour lui ? Oui, cher Thomas, je t'écoute souvent avec beaucoup d'attention et la question que je voulais te poser est la suivante. Est-ce que, selon toi, je sais que tu souhaites également une politique ambitieuse écologiquement, ambitieuse socialement, tu le défends souvent, je suis souvent très d'accord avec les points de critique que tu opposes à ce gouvernement. Est-ce que tu penses que nous pouvons sincèrement mener une telle politique dans le cadre des traités européens actuels, dont tu sais que sur certains aspects, il s'oppose à l'harmonisation sociale et fiscale qui est par ailleurs nécessaire pour mener une politique que nous appelons de nos voeux. Donc je veux ton avis là-dessus. Est-ce qu'on peut faire correctement à traité constant ? C'est une vraie question. Merci beaucoup, on lui transmettra la question.